Donc ici, l'événement, c'est un bivouac qui rappelle la période d'août 1914. Donc un bivouac, eh bien, c'est un rassemblement de troupes. Le but, c'est de créer un diaporama avec des soldats, évidemment, des soldats en tenue d'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que les soldats qui font de la reconstitution sont des gens vraiment très méticuleux, qui sont très soucieux des détails sur des uniformes pour rappeler au mieux les uniformes d'époque. Et ici, entre autres, c'est les uniformes de août 1914 tout à fait particulièrement. Donc aujourd'hui, on va vous présenter l'armée française, telle que les piou-piou, comme on les surnommait, sont partis en 1914. Voilà, c'est la tenue de mobilisation. Alors vous pouvez constater que point de vue uniforme, pour ce qui est de l'armée française, on était quand même en retard, si je puis me permettre, puisque niveau de la tenue pratique pour ce qui est des combats et du camouflage, on était totalement dépassé. On était encore resté sur une période des guerres napoléoniennes où il fallait combattre en grand uniforme, où il fallait combattre rang face à un autre rang. Il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour changer l'uniforme, pour apporter des améliorations et notamment essayer de trouver un casque, puisqu'on va voir que nos soldats n'auront pas de casque avant 1915. Malheureusement, aucune de ces mesures n'a été validée. La seule qui sera réellement acceptée, ça sera le 29 juillet 1914. Vous imaginez, quelques jours après, la guerre est déclarée, la mesure est abandonnée. Donc nos soldats français partent en août 1914 dans cette tenue flamboyante. Donc on peut constater ici, comme je le disais, ils ne portent pas de casque. Les seules troupes portant des casques dans l'armée française à l'époque sont la cavalerie, telles que les dragons ou les cuirassiers. Ici, on a un joli képi rouge Garance, sur lequel on a fait distribuer entre 1902 et 1913 des couvre-képis bleus. Ça sera la seule mesure de camouflage effective dans l'armée française pour la période. Une lourde capote de laine, vous voyez aujourd'hui par un temps radieux comme celui-ci, pour le confort, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Faut savoir que la capote a été portée été comme hiver. C'est la tenue de combat de l'armée française, on ne combat pas en vareuse. Le pantalon, un pantalon rouge Garance qui datait pour les premiers de 1830. Ça remontait à la colonisation de l'Algérie. On ne le changera pas avant 1915 et l'arrivée de la nouvelle tenue bleu horizon. Ici, tout un équipement en cuir, si tu peux te tourner. Donc, vous avez 2 cartouchières ventrales et ici une cartouchière dorsale. C'est toujours plus pratique d'aller chercher les cartouches dans le dos. Rajoutez un étui musette. Donc ça, c'est ce qui sert aux soldats pour transporter les vivres supplémentaires. Ça servira par la suite pour les munitions, etc. C'est vraiment le sac d'accès principal. En dessous se trouve la baïonnette. Tu pourras la mettre au fusil. Et sur l'autre côté, vous avez, fermez-le-moi, un petit bidon. Donc on ne dit pas une gourde dans l'armée française, on dit un bidon. Un bidon d'1 litre qui passera à une quantité effective de 2 litres en 1915. Puisqu'on manquera d'eau et de ravitaillement pour nos troupes. Je n'ai pas parlé aussi d'un point de détail, les numéros ici que vous retrouvez sur les tenues. À quoi ça correspond? Ça correspond tout simplement au régiment. Par exemple ici, le 106e régiment d'infanterie qui était basé à Chalon-sur-Marne à l'époque. Une jolie plaque de ceinturon, vous voyez, en laiton. Donc pareil, bouton en laiton, plaque en laiton. Ça en rajoute au prestige de l'uniforme, mais pour le camouflage, on n'a toujours pas atteint le summum. Il faudra savoir que quand les gars vont partir en campagne, les boutons seront tout de même noircis ainsi que les plaques. On essaiera quand même de dissimuler un maximum nos soldats. Pour ce qui est de chausser nos soldats, on avait des brodequins de cuir cloutés. Voilà, si tu peux peut-être montrer le dessous de ton brodequin. Voilà, un cloutage comme ça. Il n'y avait pas encore de semelle à crampons à l'époque, bien sûr, ça n'existait pas. Sur lequel on rajoute un guétron de cuir. Donc ce guétron de cuir servait tout simplement à compacter le pantalon et à éviter aussi que la terre ou autre gravier ne rentre dans les chaussures du soldat. On va se rendre compte par la suite, vous avez des intempéries, une pluie, un coup de soleil, le cuir sèche, le guétron devient dur et risque aussi de couper l'arrière des mollets des soldats. Donc on verra que par la suite on passera au banc de moltière. On va présenter aussi la maison du soldat. Mais tournez-vous. On va avoir un petit panorama du sac à dos du soldat français en 1914. Donc vous avez
La gamelle qui remontait à 1852, on était très conservateur dans l'armée française. L'étui musette de rechange, au cas où le premier soit déchiré, avec les chaussures de rechange, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les soldats vont faire énormément de kilomètres à pied. L'armée dispose de peu de chevaux, on a peu de véhicules motorisés, et ça sera plutôt affecté pour tracter des canons ou autres pièces. Un ustensile de campement collectif, le plat A4, la vache à eau, c'est un seau de toile permettant tout simplement de transporter l'eau. Et on peut aussi retrouver, pour certains, une pelle ou d'autres outils qui seront fixés, qui sont les outils individuels pour le soldat. Merci. Pour finir, on va finir sur l'armement français. Donc vous avez le fusil Lebel. Donc le fusil Lebel, c'est un fusil descendant des premiers fusils à cartouches métalliques. Donc la guerre de 1870, la guerre franco-prussienne, l'armée française était équipée du fusil Chassepot. Et par la suite, donc c'était un fusil à cartouche papier. Par la suite, on fera le fusil Gras, premier fusil de l'armée française à cartouche métallique. On enchaînera sur un fusil modèle 1885 qui aura une espérance de vie éphémère. Et on passera au fameux Lebel, le modèle 1886 qui sera modifié en 93. Donc c'est une arme à verrou, rechargement après chaque tir. Et dans ce fusil, on peut mettre jusqu'à 8 cartouches qui viennent se loger à l'intérieur et qui sont logées dans ce qu'on appelle le magasin tubulaire. Donc dans le bois, vous avez une ouverture qui permet de loger les balles de Lebel. Voilà. C'était un fusil qui pour l'époque était quand même de qualité. À balle perdue, vous atteignez 4 km et demi à peu près. Et il avait une portée effective de 800 mètres pour un bon tireur. Voilà. Bon tireur pouvait faire mouche entre 500 et 800 mètres. Voilà, je pense avoir présenté l'ensemble de l'infanterie française de 1914. Et je vous laisse continuer votre périple sur les campements. Et ici donc le bivouac, c'est dans le cadre de voir et entendre. Donc c'est pour ça que c'est une activité un petit peu plus ludique où tout le monde, les enfants peuvent participer. Pour nous c'est très important de pouvoir sortir de notre pays justement pour parler de notre armée qui a combattu notamment en Belgique mais aussi ailleurs. C'est de même que c'est important de recevoir nos collègues, nos confrères qui ont la même passion que nous dans d'autres pays. Dans ces échanges-là, c'est très important puisque, comme je l'ai dit précédemment, c'est un conflit mondial et tout le monde est impliqué dans ce devoir de mémoire. Donc voilà, la motivation elle est là pour nous, comme pour eux, comme pour nos amis aujourd'hui qui nous reçoivent. L'accueil est d'ailleurs très bon et c'est important, 100 ans après, de continuer à se rencontrer pour ce devoir de mémoire qui pour nous est la chose essentielle. Enfin, c'est ce qui motive notre association, comme celle d'ici j'imagine. Donc on se retrouve à ce niveau-là, c'est une fraternité, quoi.